Podcast Up, le rendez-vous qui fait du bien à votre TPE-PME, en partenariat avec Duno. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Podcast Up, l'émission qui fait du bien à votre TPE-PME, en partenariat avec Duno et le groupe Up qui vous propose des solutions exonérées qui augmentent la vitalité de votre entreprise et le bien-être de vos collaborateurs. Créer sa start-up. Depuis les années 2000, c'est une expression qui est devenue à la mode. C'est humain. Chacun d'entre nous a en lui ce qu'on appelle l'esprit d'entreprise. Créer, entreprendre, avoir une idée. Mais alors, comment faire pour que cette idée devienne réalité ? Selon la dernière étude de KPMG, on recense 10 000 startups en France. Leur chiffre d'affaires a augmenté de 33% en moyenne. 54% de leurs revenus sont générés à l'étranger. Mieux même, près de 20% des créations d'emplois concernent les startups. Oui, mais voilà. Y a-t-il un mode d'emploi pour en créer ? Quels sont les bons conseils pour se lancer ? Où trouver l'argent quand on a l'idée ? Et puis pardon, mais finalement, qu'est-ce que c'est une start-up ? Allez, toutes ces questions seront abordées bien sûr dans cette émission où j'ai la chance de recevoir deux invités. Oui, je double le plaisir. Charles Nurdin et Thomas Picamol, auteurs tous les deux de l'excellent Stratégie Startup chez Duno. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tous les deux anciens consultants en stratégie, mais vous êtes tout de même devenus réellement entrepreneurs, Thomas. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors moi, je suis toujours consultant indépendant en ce qui me concerne. Charles aussi d'ailleurs, mais pas indépendant. Et donc, on a créé tous les deux la startup Amplify, qui était donc une société qui proposait une solution de profiling cognitif pour les services financiers. Alors ce que j'ai bien aimé, moi, dans votre livre, c'est la déconstruction de certains mythes et surtout, il est très adapté au modèle français qui est vraiment différent des États-Unis, hein, Charles. Absolument, ouais. C'est très French Theory. Hein. On s'est replongé dans les années 70. On a un peu les Foucault de la startup. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai qu'on était parti d'un constat qui était que le monde un peu de l'entrepreneuriat était très inspiré par des poncifs américains et en fait qui sont en partie transférables. Enfin, il y a des vérités universelles, mais il y a aussi des spécificités très locales. On verra pourquoi on aura l'occasion d'en parler, mais pourquoi le marché français est particulier. Il n'a pas les mêmes défis que le marché américain où on a une abondance d'argent aux États-Unis qu'on n'a pas du tout en France. Et donc en fait, on est sur un marché contraint par les ressources. Et c'est un peu le cœur. Ça explique toutes les différences en termes de stratégie, en termes de facteurs de succès en France qui sont très différentes de ce que peut se passer outre-Atlantique. Thomas, il y a deux préfaces importantes dans ce livre, celle d'Alexandre Pro, le CEO de Conto, et puis le CEO de Changi. C'était important pour vous de mettre ces deux préfaces ? Oui, tout à fait, tout à fait. C'était important pour nous de recueillir l'avis de deux brillants entrepreneurs qui sont aussi des amis, hein, dont un le cofondateur de Conto, qui a été aussi un partenaire dans le développement d'Amplify, qu'on a consulté, qui nous a apporté de très bons conseils. Et donc pour nous, c'était important de recueillir leurs avis. Voilà. Bah allez, justement, vous avez dit le mot magique, conseil. On va commencer, Charles, par le premier conseil pour se lancer sans se planter. Absolument. Alors ce premier conseil, on en a plusieurs, mais si on part déjà, on part de l'idée en fait. Et la première question, c'est bah voilà, quelle est l'idée qui va être l'idée sous-jacente pour lancer son activité. Et comme on est toujours dans la déconstruction, on part un peu de ce constat-là, qui est souvent, on a une approche finalement qui est très française, qui est l'approche du bon élève, qui est je fais une dissertation en 3 parties, et donc j'ai une thèse, une antithèse et puis une synthèse. Donc c'est un peu la vision hegelienne de l'histoire, et donc il y a une sorte d'inéluctable dans l'histoire, on s'achemine vers un but avec des négations successives, etc. Et ça cause un certain nombre je dirais, de biais, c'est-à-dire qu'on peut se lancer dans une idée et se dire voilà, le futur, indubitablement, ça va être ça. Et donc, on a bien un biais de confirmation. Or, en fait, ce qui est très important quand on lance une activité, quand on veut avoir un projet de start-up, etc., c'est pas très important de voir quel va être le futur, parce qu'après tout, le futur à long terme, il est assez facilement prédictible, hein. Les tendances qu'on a aujourd'hui, on les avait déjà il y a 20 ans, on les avait il y a 30 ans. L'e-commerce, c'est quelque chose qui date d'il y a 30 ans et c'est aujourd'hui que ça a atteint son plein potentiel. C'est pas très important. En fait, ce qui est important, c'est la vitesse de progression vers ce futur, de façon à ni être en avance, ni être en retard.
et c'est les modalités que cet état final va emprunter. Donc c'est pour ça que toujours c'est très dangereux d'avoir cette vision de l'inéluctable. Il faut toujours plutôt en fait se baser sur des éléments pragmatiques, sur l'extrapolation, donc par rapport à ce qui se fait à l'étranger, par rapport à les différentiels de maturité technologique également entre les secteurs, par exemple. Oui, oui, d'accord, mais au départ, avoir une idée, j'allais dire, finalement, tout le monde a une idée à un moment donné. Comment cette idée, justement, peut se concrétiser? C'est pas le tout d'avoir une idée. On dit toujours en France qu'on n'a pas de pétrole, mais qu'on a des idées, d'accord. Mais comment ça marche pour la concrétiser, pour la réaliser, cette idée? Ben, voilà, après, c'est un peu, ça, on anticipe un peu sur le deuxième conseil, qui est passer de l'idée au projet. Donc ça, c'est il y a toujours ce mot un peu qu'on appelle, qui est de dire, voilà, on a cette adéquation du produit avec le marché. C'est-à-dire, on a une idée et on va la tester. On va la tester auprès d'abord de nos proches, on va la tester auprès de clients potentiels, et c'est là où on est censé générer, ce sont les termes un peu consacrés, la fameuse traction, qui est censé être le Graal absolu de la startup à ses débuts, et sur cette base, on va lever. Mais dans toute cette chaîne de conséquences, le plus important, c'est la première étape, c'est-à-dire tester cette idée de manière pragmatique auprès des clients finaux. Et on peut tester un concept avec très peu de choses. C'est un peu le village Potemkin, mais avec pas grand-chose, on peut donner l'impression du réel et tester. Donc, par exemple, si vous avez une idée d'application, si vous avez une idée de service, vous pouvez tout à fait faire une première version dans lequel il y aurait par exemple que des écrans ou même pas. Par exemple, récemment, j'avais vu l'exemple d'une startup qui s'est lancée, qui était une banque soutenable, qui s'appelle Helios, qui a été lancée très récemment, qui est une néobanque autour de toute la finance green. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont d'abord lancé une newsletter. Et ils ont juste dit, si vous aimez ce concept, ben déjà abonnez-vous, faites une sorte de précommande, mais qui n'engage à rien. Et après, c'est sur cette base-là, ils ont vu qu'il y avait un intérêt. Ils avaient, je sais pas moi, 10 000, 100 000 personnes qui étaient dans leur mailing list. Et là, ça les a confortés dans le fait que bah, ils avaient bien une proposition de valeur qui fonctionnait. Et en tout et pour tout, ça a nécessité, je sais pas, peut-être 3 heures de travail pour faire une belle présentation et peut-être 20 euros pour s'adjoindre les services d'un software d'emailing, quoi. Et rien qu'avec ça, ça suffit en tout cas, à démontrer une preuve d'intérêt. Et c'est le fameux POC, Proof of Concept, c'est ça? Tout à fait. Ouais, le POC, mais là encore, on est même en dessous du POC, c'est-à-dire qu'on est vraiment juste dans l'expression d'un intérêt potentiel, sans pour autant qu'il y ait un produit. En fait, je pense que l'intérêt peut s'exprimer indépendamment du produit, finalement. Alors, quid de l'étude de marché, Thomas? Parce que Henry Ford disait, si on écoute les gens, on aurait des bougies qui durent plus longtemps et des chevaux plus rapides. Est-ce qu'il faut faire justement une étude de marché? Il faut faire une étude de marché, se livrer à ce jeu parce que c'est une attente des investisseurs. Après, faut garder à l'esprit que les investisseurs s'intéressent moins aux chiffres qui vont être dans votre étude de marché, dans votre business plan, que à votre manière de réfléchir. En fait, ils veulent pas des gens qui prédisent l'avenir. Ils veulent des gens qui ont une bonne conscience des risques qui existent par rapport à leur business model. Parce que sans conscience de ces risques-là, vous pouvez pas réfléchir à des solutions pour contrer ces risques. Donc en fait, voilà, ils veulent voir que vous avez une vision holistique de votre business et que vous êtes capable de vous prémunir contre les risques que vous avez identifiés. Et l'étude de marché, c'est la première étape du business plan. Donc c'est quelque chose qui est très important, mais c'est pas gravé dans le marbre, c'est quelque chose d'itératif, d'évolutif. C'est comme ça qu'il faut aborder cet exercice. Allez Charles, troisième conseil. Troisième conseil, c'est ce que j'appellerais la génération finalement de ce produit minimum viable. Donc on avait un peu parlé, là on a dit il faut avoir cette preuve d'intérêt, puis une fois qu'on a la preuve d'intérêt qui est un peu marquée, on veut développer ce MVP, enfin qui est un produit à peu près fonctionnel, qui est souvent réclamé par les investisseurs. Et donc là c'est un mythe un peu, parce que très souvent on entend ce mythe, c'est-à-dire il faut avoir un produit minimum viable, fonctionnel, avant de faire la moindre levée de fonds, ou en tout cas d'avoir les moindres investisseurs. Mais ça, c'est la poule et l'œuf, c'est-à-dire que du coup, pour développer un produit de qualité,
ça nécessite quand même en général un peu d'argent. À moins que vous soyez vous-même à la fois un homme de la Renaissance, comme disent les Américains, c'est-à-dire un polymathe qui est à la fois un développeur d'exception et en même temps un génie du business, un graphiste hors norme. Mais c'est rarement le cas. Et donc ce que je veux dire, c'est que ce mythe-là, en fait, quand on regarde les entreprises qui ont vraiment très bien fonctionné, il y a deux cas de figure. Il y a l'entreprise qui finalement a pas besoin de développement énorme, et dans ce cas, j'en sais rien, si votre projet c'est de faire je sais pas, un kebab 2.0 par exemple, où vous pouvez commander directement en ligne, etc. Bon, ben dans ce cas, vous n'avez pas besoin vraiment d'avoir des levées de fonds, et dans ce cas, la notion de MVP n'a pas de sens, c'est-à-dire que votre MVP c'est votre produit final, et dans ce cas, c'est très bien, mais il faut pas dans ce cas réfléchir à un produit minimum, il faut tout de suite se lancer et bâtir quelque chose qui va être fait pour durer, parce que de toute façon, les investissements sont pas considérables. Soit vous avez comme projet d'avoir une entreprise qui va être sur un secteur qui est plus en rupture et qui du coup va être plus complexe à mettre en œuvre. Et là, le vrai problème, c'est qu'en fait, dans le monde actuel, comme vous avez en général une concurrence qui est assez forte, en fait, si vous avez un MVP qui fonctionne pas très bien, qui est pas très attrayant, en fait, il va pas du tout fonctionner. Et donc, c'est une perte de temps finalement, à la fois pour vous dans le développement, parce que vous allez investir des efforts là-dessus, et en fait, finalement, ça ne va rien démontrer à des investisseurs, parce que forcément, votre MVP va être en deçà des standards de ce qui se passe actuellement sur le marché. Et donc, quand on regarde des boîtes qui ont très bien fonctionné, finalement, on se rend compte qu'ils n'ont pas utilisé ça. Donc, c'est un peu une caricature. On dit, bah, c'est des gens qui ont levé sur des slides, et ça n'existe plus depuis les années 90. Mais en fait, quand on regarde les grands succès français, donc, on peut regarder par exemple Conto, mais il y en a d'autres. Hein. Récemment, il y a Cajou, qui est une entreprise qui est un peu le Deliveroo ultra rapide pour le snack et l'alcool en région parisienne. Ils ont aussi levé finalement, je crois, 6 millions d'euros sur la base d'une présentation, d'une vision. Il n'y avait pas de produit minimum viable, et on comprend bien pourquoi. C'est impossible de créer un produit minimum viable quand on est dans de la livraison à domicile, parce que les coûts de mise en place sont considérables. Donc voilà, ça c'est un peu ce mythe. Et en fait, pas forcément. Et parfois, il faut avoir le courage d'aller voir des investisseurs sans nécessairement avoir de produits fonctionnels. Et certains investisseurs seront très frileux et vous diront c'est inacceptable, mais finalement, les meilleurs investisseurs qui ont en général le meilleur track record peuvent tout à fait être convaincus. Et preuve en est les grands succès français que j'ai évoqués. Donc le conseil, c'est quoi? C'est d'aller voir des investisseurs quoi qu'il arrive. Le conseil, c'est que le produit minimum viable est une absurdité. C'est-à-dire, soit il y a un produit qui est fonctionnel et qu'il est possible de développer sur ses fonds propres, et dans ce cas, c'est très bien. Soit il faut des investissements pour développer un produit en rupture, et avec un niveau de qualité qui est dans ce cas très au-dessus de ce qu'on peut faire tout seul. Et dans ce cas, le produit minimum viable n'a aucun intérêt. Il faut du coup aller voir des investisseurs avec une vision de ce que doit être le produit, avec peut-être des capteurs d'écran, des faux, etc., des faux écrans, mais sans pour autant avoir un produit fonctionnel, parce que de toute façon, c'est trop complexe et trop coûteux à développer sur fonds propres. J'ai compris. Alors pardon pour la question de Béotien, hein, mais comment on fait pour aller voir des investisseurs quand on n'a pas les réseaux, justement? On envoie des mails partout? Je laisserai Thomas, bien sûr, hein, compléter cette première vision, mais c'est un peu, d'ailleurs c'est mon dernier conseil. C'est la question, voilà, parce avant les investisseurs, faut parler quand même de l'argent. Alors, où est l'argent? Y en a-t-il? Donc, et je pense qu'il faut comprendre que le marché français est un marché qui est essentiellement parapublic. C'était vrai quand on a écrit ce livre il y a 2 ans, ça reste vrai. C'est-à-dire qu'on a étudié la part des financements publics dans le marché à la fois direct et indirect, puisqu'il faut savoir que l'État finance beaucoup de manière indirecte en rentrant via BPI-France en tant que limited partner au sein de fonds d'investissement, qui eux sont privés, mais à la fin c'est BPI-France derrière. En gros, c'est 50%. Donc on est dans un secteur qui est voilà quasiment public. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a il faut aller voir les investisseurs, mais pour les convaincre finalement, en l'absence ou pas de réseau d'ailleurs, c'est pas très grave. On peut aller voir des investisseurs directement en envoyant son pitch deck, en les contactant, enfin en créant son réseau. On peut partir de rien, mais ça va être très important de comprendre quel est l'état d'esprit des pouvoirs publics par rapport aux tests d'investissement. C'est-à-dire que il y a des marottes, il y a soit parce qu'elles sont dictées par l'État, c'est-à-dire on a une vision qui est de réaliser, je sais pas, dans la santé, de faire de la santé connectée. Maintenant, c'est très à la mode. Hein. Donc là, si vous êtes dans ce secteur, vous cochez les cases et
comme finalement c'est une direction qui vient d'en haut, qui vient de Bpifrance, bah, du coup ça va forcément le fonds d'investissement qui lui va être privé, hein, mais c'est quelque chose qui va l'intéresser. Ou alors deuxième approche, il y a aussi des marottes qui sont parce que c'est dans l'air du temps. Et ça aussi, c'est important de bien les comprendre. Comme on n'est pas aux États-Unis, je pense qu'on a une plus grande une plus grande verticalité, et donc du coup les thèses à la mode sont très importantes, et si votre projet ne coche pas les cases de ce qui se dit un peu dans les échos ou dans d'autres médias, hein, dans TechCrunch, etc., ça va être très difficile de trouver un investisseur, on dit en anglais contrarian, on dirait en français anticonformiste. Voilà. Et après, pour répondre de manière pratique à votre question, oui, il faut envoyer des emails, et beaucoup, il faut faire du volume. Pas essayer de faire de la qualité parce que ça prend énormément de temps, et puis il est très difficile de savoir qui au sein d'un VC est responsable de quel secteur et sur quelle problématique. Donc nous, ce qu'on a fait effectivement, c'est que quand on cherchait à lever du seed auprès de VC, on a contacté toute la place de Paris, je pense, et même plusieurs contacts au sein d'un même fonds. Et je me souviens, et Charles, je pense que tu t'en souviens aussi, d'un meeting qu'on avait eu pour pitcher auprès d'un fonds de VC, et en arrivant, on s'est fait engueuler par un des principals de ce fonds qui nous a dit ah, on vous avait dit de pas contacter telle ou telle personne dans le fond parce que on a tel process, vous l'avez pas fait, voilà. Et bon, on a accueilli ce feedback avec humilité, mais on s'est dit si ça se trouve, si on n'avait pas insisté, on n'aurait pas eu le rendez-vous en premier lieu. Donc je pense que au contraire, faut pas hésiter effectivement à contacter beaucoup de gens, à pas se laisser enfermer dans des process dans lesquels parfois on se fait enfermer par certaines personnes parce qu'elles sont pas intéressées par notre proposition alors que leur collaborateur peut être très intéressé. Voilà. En revanche, effectivement, pas abuser du téléphone parce que le but c'est pas non plus de rendre les VC fous, mais il faut pas hésiter quand même à chercher le contact aussi on va dire de manière plus pool, si on peut dire que ça c'est du push, de façon plus pool, aller se mettre via des démonstrations dans les bons événements. Nous, par exemple, on avait des events qui étaient organisés par France FinTech, une association qu'on remercie d'ailleurs, hein, qui nous a beaucoup aidé dans le développement de notre startup. C'était intéressant pour nous d'aller pitcher ou même de manière informelle d'aller présenter notre proposition de valeur dans des cocktails qui étaient organisés par cette association. Donc voilà, faut réussir à se faire connaître, et il faut être très actif effectivement dans cette démarche. Bpifrance, c'est vraiment le passage obligé, hein, c'est ça, Thomas? Bpifrance, alors oui, on a aussi participé à des ateliers organisés par Bpifrance dans le monde de la fintech. Des ateliers plus intimistes, hein, avec moins d'invités. C'est un passage obligé parce qu'ils sont sur tous les fronts. Après, il y a nous, France FinTech, sur notre créneau, hein, sur notre marché, était aussi très actif, voire même tout autant que Bpifrance. Je dirais que Bpifrance, il y a deux choses sur Bpifrance. Il y a Bpifrance en tant qu'institution qui finance, ça c'est le passage obligé, mais en fait elle est indirecte, c'est-à-dire que Bpifrance va donner en fait des subsides, enfin, c'est un peu différent, c'est pas des subsides, mais ils vont investir comme LP dans des fonds. Donc à la fin c'est l'argent disons autrement, l'argent de Bpifrance, c'est le passage obligé. À la fin, tout le monde touche de l'argent de Bpifrance. Voilà. Mais est-ce que c'est Bpifrance directement qui va faire profiter les startups de ces largesses, ou c'est des fonds? C'est plutôt des intermédiaires en fait. Après bon, pour entrer là, c'est très dans le détail. Après il y a des prêts sur l'honneur, il y a des financements, il y a la bourse, je crois, la bourse French Tech qui est 20 000 euros, etc. Oui, qui sont des financements qui sont assez faciles à obtenir. Et à cet égard, oui, là c'est un passage obligé. Mais on parle pas de beaucoup d'argent, quoi. 20 000 euros sur un projet de startup, c'est quasiment indifférent. Est-ce qu'il y a un minimum de capitaux propres, Charles? Si on vient avec 5 000 euros, par exemple, c'est pas raisonnable de créer une entreprise? Je pense que faut mettre le moins possible. Hein. Non, mais disons que ça n'a aucun intérêt. Enfin, pour un investisseur sérieux, ça va avoir aucun intérêt. Les capitaux propres, ça n'a de l'intérêt que si c'est nécessaire pour développer un produit à minima, c'est-à-dire
Voilà, mais en sachant que ce qu'on a essayé de dire, c'est la règle du jeu, c'est moins on investit de son propre argent, mieux c'est, quoi. Donc, parce qu'à la fin, c'est le but du capitalisme. C'est aussi d'ailleurs un paradoxe du système français, hein, c'est que la base du capitalisme, Schumpeter disait déjà, dans le capitalisme ne vit que parce qu'il y a des débiteurs. Bon, il pensait au financement par la dette. Maintenant, ça a un peu changé, on est par du financement par augmentation de capital, mais enfin, c'est la même chose. Enfin, l'entrepreneur est d'abord débiteur, on pourrait dire aujourd'hui l'entrepreneur est d'abord aujourd'hui leveur de fonds, mais enfin c'est capital de s'appuyer quand même sur l'argent des autres, quoi. Sinon c'est le principe du capital. Sinon on est dans un capitalisme patrimonial et on revient à la France d'avant Napoléon III. Donc voilà. Allez, 5e conseil, Thomas. Donc le 5e conseil que je donnerais aux entrepreneurs, c'est de cultiver, de développer leur capacité de convaincre, notamment donc dans la recherche des investisseurs. C'est très important en fait d'arriver à convaincre les investisseurs en musclant en fait trois capacités: la capacité à développer les bons fondamentaux pour la startup, la capacité à apporter, à faire montre de son succès sur ses fondamentaux, et la capacité à négocier, à négocier en fait l'investissement. Et donc pourquoi les fondamentaux sont importants? Parce que il faut arriver à démontrer à un investisseur qu'on développe ce qu'on appelle un avantage unique, donc un avantage concurrentiel qui va faire qu'on va pouvoir très rapidement éclipser la concurrence sur le marché qu'on a choisi. Cet avantage unique, ça peut être la technologie, ça peut être l'expérience utilisateur, ça peut être un business model original, ou ça peut être tout simplement la capacité avec laquelle on va exécuter sa stratégie. Nous, par exemple, sur Amplify, ça a été la technologie, parce qu'on a développé une brique techno qui était pas à la base en fait le fondement de notre proposition de valeur, qui était en fait de faire du profiling cognitif. On s'est rendu compte qu'en fait c'était cette technologie qui avait de la valeur, et c'est en fin de compte cette technologie qu'on a réussi à vendre. Donc ça, c'est la première étape, vraiment être capable d'identifier les fondamentaux sur lesquels on veut capitaliser. La deuxième étape, c'est en faire la démonstration. Ce que veut voir un investisseur, c'est des preuves de traction. Donc alors là, là, faut être créatif et proactif. Faut montrer qu'on a des premiers clients, ou en tout cas des lettres d'intention. Faut montrer qu'on commence à avoir des partenariats avec tel incubateur, avec telle école. Enfin voilà, faut vraiment, c'est un peu c'est un peu le grand striptease, mais faut être capable donc de montrer qu'il y a un intérêt du marché. Et puis enfin, une capacité de négociation avec les investisseurs pour le dernier mile, bien valoriser la startup de la bonne manière, s'entendre sur un chiffre, bien rédiger le pacte, voilà les différents, toute la documentation en fait qui vient avec un investissement. Donc voilà, c'est ça le conseil que je donnerais en 5e conseil: être capable de convaincre et de clore un deal avec des investisseurs. 6e conseil. Le 6e conseil, c'est d'être capable de scaler, de bien comprendre comment, voilà, c'est un virage assez dangereux, hein, pour la startup, une fois justement qu'elle a montré qu'il y avait de l'attraction et qu'un investisseur rentre et donne du seed. La startup va entrer dans une phase de scaling, dans une phase de growth stage, et là il y a plusieurs écueils à éviter. Tout d'abord, la startup va devoir très rapidement s'imposer sur le marché qu'elle a choisi, et s'étendre aussi sur des marchés connexes. Elle va devoir faire preuve de sa viabilité, elle va devoir être capable de pivoter, faire preuve aussi de discipline dans la croissance, et puis capable de recruter les bonnes personnes, avec le bon système de leadership. Donc, c'est important pour une startup de très rapidement dominer son marché et s'étendre, pour pas s'enfermer dans un rôle dans lequel il est assez facile de s'enfermer en France, qui est celui en fait de champion national. L'exemple qu'on donne dans le livre, c'est celui de Deezer versus Spotify. Deezer était parti sur un marché de 64 millions d'habitants, beaucoup plus gros que celui de Spotify, qui était à 9 millions.
Mais dans sa croissance, Deezer a trouvé un partenariat avec Orange qui lui a apporté en fait un confort assez rapide, mais qui quelque part l'a enfermé dans ce statut de champion national, alors que Spotify très très tôt dans son développement a fait venir des investisseurs internationaux, y compris donc tout le gratin de la Silicon Valley. Et aujourd'hui, Spotify c'est une valorisation, une capitalisation boursière à plus de 50 milliards de dollars, et Deezer c'est voilà une boîte qui publie pas ses chiffres depuis 5 ans et qui doit être aux alentours de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc alors que Spotify c'est 7 milliards. Donc voilà, il faut très très rapidement se développer sur son marché, mais s'étendre aussi à l'international. Ensuite, il faut faire preuve de sa viabilité, de la viabilité de son business model. Ça, c'est très important, montrer qu'en fait ses utilisateurs ont de la valeur et que on travaille dans l'intérêt de ses utilisateurs. Ça, par exemple, c'est le match entre, enfin la comparaison qu'on aime bien donner, c'est celle entre Twitter et une startup qui s'était créée dans les années 2000 qui s'appelait MoviePass. Twitter est resté une boîte pas du tout rentable pendant 12 ans, mais les investisseurs ont continué d'investir dedans parce que ils étaient persuadés du bien fondé du business model de Twitter. Twitter, c'était une boîte qui, par effet de réseau, se constituait une très grosse base d'utilisateurs et qui, à un moment donné, avec de la publicité, allait réussir à la monétiser. MoviePass, la proposition de valeur était complètement différente. C'était vous payez en fait un abonnement de $10 par mois et vous aviez accès de manière illimitée, enfin non, à une place de cinéma par jour. Donc en fait, pour le prix d'une place de cinéma, vous aviez accès à une place de cinéma par jour de manière illimitée. Et en fait, c'était l'idée des fondateurs de MoviePass, c'était que les utilisateurs, à un moment donné, allaient se lasser et un peu à la manière du business model des salles de sport, n'allaient plus venir qu'une fois par mois au cinéma. Donc en fait, ils allaient payer un abonnement coûtant une place de cinéma pour venir une seule fois par mois au cinéma, ce qui n'était pas du tout dans l'intérêt des utilisateurs. Et donc en fait, cette boîte-là a pas du tout marché. Pour ça, parce que en fait les utilisateurs n'avaient aucun intérêt à acheter des abonnements MoviePass. Donc voilà, c'est ce deuxième sous-conseil qui est de vraiment développer sa société de manière viable dans l'intérêt de l'utilisateur. Et puis donc troisième grand sous-conseil, c'est d'être capable de pivoter. Nous on l'a fait donc avec Amplify, comme je vous l'ai dit, quand on s'est rendu compte que la valeur, elle était dans le développement de cette brique technologique qui était fondée sur l'intelligence artificielle de profiling cognitif pour les services financiers. Il faut donc être capable d'être très flexible et de réussir son pivot. Voilà. L'entrepreneur vraiment exemplaire de cette capacité de pivoting, c'est Butterfield, Monsieur Butterfield, qui en fait était un entrepreneur loser du jeu vidéo, qui a essayé de créer deux jeux vidéo massive online multiplayer et qui s'y est cassé les dents à 2 reprises. Et en fait, son premier studio, il a récupéré l'application d'échange de photos interne qui était utilisée par ses équipes de créatifs pour en faire Flickr. Et le deuxième studio où il s'est encore raté, il a récupéré l'application d'instant messaging interne, encore une fois, qu'il a ensuite développé et qui est devenu Slack. Donc ça, c'est une capacité de pivot qui est vraiment cruciale pour un entrepreneur. Septième et dernier conseil. Et alors, septième conseil, c'est d'être capable de trouver la bonne culture pour sa startup. Les deux cultures qu'on a identifiées comme étant vraiment celles sur lesquelles on peut capitaliser, c'est celle de la famille et de l'équipe de stars. Donc la startup familiale, c'est la startup Michel et Augustin. C'est la startup où on arrive à développer une culture intimiste, voilà, où on se serre les coudes et où en plus on arrive à capitaliser sur cette culture pour communiquer. Et la deuxième culture, la culture équipe de stars, c'est la culture Netflix. Netflix avait sorti à la fin des années 2000 une sorte de manifeste dans lequel elle énonçait
les grands principes de ses recrutements et de sa culture, qui était donc de recruter des très bons profils, de les responsabiliser et donc d'aller vers une performance d'entreprise fondée véritablement sur du très bon recrutement et de la responsabilisation de ces hauts profils. Et donc voilà, on conseille effectivement de s'orienter vers l'une de ces deux cultures d'entreprise. Et j'ai quand même une question pour tous les deux. Finalement, c'est quoi une start-up ? Pour moi, une start-up, c'est une vision ambitieuse, une jeunesse et une vélocité. Pour moi, une start-up, c'est pas une PME. C'est un projet d'entreprise récent, avec de grandes ambitions par rapport à la prise d'un marché, au développement d'une nouvelle technologie, d'un nouveau business model, et qui est récent. Voilà. Je pense qu'on a il y a un problème bon, qui est pas propre à la France, mais d'appeler start-up des entreprises qui ne le sont pas. Moi, je vois encore des boîtes qui ont 8, 9, 10 ans d'existence, qui n'ont pas réussi pour différentes raisons, le principal étant souvent le manque de financement, qui n'ont pas réussi à scaler autant qu'elle avait voulu et qui continuent de s'appeler start-up, alors qu'en fait, ce sont des PME. Je trouve ça dommage, c'est pas un gros mot d'être une PME. Il y a plein de fondateurs de PME qui roulent sur l'or, alors que des fondateurs de start-up au bout de 2-3 ans continuent de manger des nouilles. Euh, Donc voilà, pour moi une start-up c'est 3 choses: une ambition, une jeunesse et de la vélocité dans le développement. Allez, dernière petite question pour aider les restaurateurs quand ils rouvriront. Quel est votre restaurant préféré ? Charles. Alors moi c'est un kebab qui est à côté de chez moi. Pourquoi ? Parce qu'il a un positionnement marketing que je trouve merveilleux et qui éveille en moi cet esprit startup. C'est-à-dire qu'il s'appelle Funky Pizza. Et je trouve que c'est magnifique quand même d'avoir cette déjà je trouve qu'il y a un œcuménisme incroyable. C'est-à-dire c'est un kebab et on est aussi sur la pizza, on est aussi dans la culture du funk, on englobe tout. Et en fait, je trouve que c'est très proche finalement de l'esprit d'un vrai entrepreneur qui fait flèche de tout bois. Et il y a effectivement aucune raison de se spécialiser. Il faut attirer le chaland où qu'il soit. Et voilà, sans aucune limite. Alors, on est ravis que ce soit à côté de chez vous, mais la France est vaste, Charles. C'est à Argenteuil, voilà, si vous voulez vous y rendre. Thomas. Mon restaurant préféré, alors c'est La Grande Ourse. C'est un restaurant qui est dans le 14e arrondissement de Paris. Voilà, c'est un restaurant gastronomique, mais il a pas une importance pour ça. En fait, il a une importance parce que c'était un restaurant qui était juste en dessous de l'appartement de mon chéri, enfin l'homme qui partage ma vie actuellement. Et donc c'est le premier restaurant dans lequel on a eu, dans lequel on est allé et où on a eu en fait notre premier date. Donc voilà, c'est un restaurant qui a une valeur sentimentale pour moi et c'est pourquoi c'est mon restaurant préféré à Paris. Voilà, c'est un peu cheesy mais c'est le cas. Merci messieurs, vous êtes formidables vraiment. Alors pour plus de détails, je conseille aux auditeurs de lire votre livre, bien sûr, Stratégie Startup, du mythe américain au succès français chez Duno. Fin de cet épisode de Podcast Up. Retrouvez tous les autres numéros sur les sites de Up, duno.com, Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Deezer, YouTube et les autres. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel invité.